Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Voici le sommaire. Mon invité, c'est Mario Roche, vice-président des ventes chez N2J Soft, qui propose des solutions numériques pour dématérialiser les démarches administratives. On verra quels sont les avantages écologiques de cette dématérialisation. Dans notre débat, cette question, comment développer les créations d'entreprises en milieu rural? On fera le bilan de l'appel à projet lancé il y a 4 ans par la Fondation Entreprendre. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Orion, une application d'assistance pour les déficients visuels. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Mario Roche. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes vice-président des ventes chez N2J Soft, qu'on connaît sous le nom N2F, entreprise créée il y a 10 ans, basée dans l'Ain. Exactement. Vous proposez des solutions de dématérialisation. Quel type de solutions? Alors, on est éditeur de 2 solutions phares qui sont d'un côté N2F et Keepel, la plus connue effectivement N2F, qui est un outil qui permet de dématérialiser les dépenses professionnelles. Donc ça va être tout ce qui va être note de frais des salariés, également tout ce qui va être paiement avec des cartes bancaires notamment, et dans le cadre de la loi de dématérialisation des factures, tout ce qui va traiter à la gestion entrante des factures et des process pour les traiter, les faire valider, les payer. Comment ça marche? On n'a plus besoin de garder les factures papier, c'est ça? C'est l'objectif. Donc on a quand même des enjeux de transition écologique et numérique. Donc ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est mettre à disposition de nos clients et donc de leurs salariés un outil qui va permettre de prendre en photo, par exemple, le ticket de taxi ou la facture d'un hôtel. C'est directement chargé via l'application sur nos serveurs. Et à partir de là, normalement, le salarié peut se débarrasser, peut perdre le justificatif. En tout cas, c'est fini les cartons d'archives qu'on doit mettre quelque part dans un local qui est à peu près réfrigéré et traité en termes d'hygrométrie pendant 10 ans. Il y a aussi ces dépenses énergétiques. Voilà, ça a un impact. Donc, et surtout, il y a tout ce qui est trait à la conformité, puisqu'on va pouvoir, en cas de contrôle, produire ces justificatifs, les retrouver assez facilement. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Et après, il y a aussi la fraude. Voilà. Oui, évidemment, ça permet de mieux lutter contre la fraude? Ça permet de mieux lutter contre la fraude, puisqu'on a des algorithmes et des IA qui sont capables de détecter s'il y a une alerte quelconque sur un justificatif qui ne semble pas très clair. Mais alors, là, le point de départ, c'est quand même, bon, si on vous dit taxi, note de restaurant ou d'hôtel, on a quand même une note papier. Ou alors on pourrait aller plus loin avec une transition électronique, finalement, c'est en cours. De la facture. L'État a déjà, à marche forcée, demandé aux entreprises d'aller vers la dématérialisation des factures. Mais la prochaine étape, c'est tout ce qui est lié au justificatif de dépenses, donc les tickets de caisse qui sortent quand vous allez chez un commerçant, par exemple. C'est un projet qui devrait arriver avant 2030. Et forcément, l'idée, c'est de dématérialiser ces tickets aussi. Alors, vous avez également lancé une suite RH qui s'appelle Keepel, c'est ça? Exactement. Quel service? La dématérialisation, elle s'exprime comment, là? Alors, pareil, c'est la même chose. C'est une application que le salarié a. Alors, on essaie de faire en sorte, parce que tout le monde n'est pas digital native, donc faire en sorte que cette application puisse être utilisée par tout le monde. Dans beaucoup d'entreprises qui ne sont pas équipées aujourd'hui, puisqu'on a quand même encore la moitié des entreprises françaises qui n'ont pas de solution digitale RH, on va permettre aux salariés de poser des congés, de poser des absences, de faire également des demandes de télétravail. Donc, la politique de télétravail de l'entreprise est gérée dans cet outil. Donc, quand on parle également de transition écologique, c'est mettre en place une politique de télétravail que l'on puisse suivre. Et notre application va permettre ça, par exemple. En février dernier, vous avez reçu la médaille d'argent EcoVadis. Alors, pour quelles actions, pour quels engagements? Alors, c'est pour pas mal de choses. La première, effectivement, qui nous tient à cœur, c'est tout ce qui est lié à l'écologie, l'impact écologique, donc pour nous, mais également pour nos clients. Mais ça va être également l'équité au travail. Donc, on a aujourd'hui un 50-50 parfait entre hommes et femmes, y compris au comité de direction. C'est un exemple, mais ça va être aussi sur les achats. Vous avez un bon index d'égalité Exactement. Voilà, on est à 50-50, à plus ou à quelques virgules près. Voilà, et on a aussi tout ce qui est éthique, achat responsable. Voilà, c'est ce que vient récompenser ce label EcoVadis. Ouais, on va rentrer dans le détail, peut-être avec une question générale. Comment, avec quelle stratégie vous limitez l'empreinte écologique de l'entreprise? Ensuite, on parlera de la dématérialisation. Qu'est-ce que ça peut faire gagner? Alors, ça va au-delà de votre entreprise, mais qu'est-ce que ça peut faire gagner ou pas d'ailleurs en termes d'impact environnemental, mais sur votre
votre entreprise, qu'est-ce que vous avez mis en place? Pour nous, pour l'entreprise, Ouais. par exemple, on est basé en région, comme vous l'avez dit, Oui. dans l'Ain. Donc les gens souvent font de la route. Donc beaucoup ont la chance chez nous d'avoir des voitures de fonction. La première chose que l'on a fait, c'est aller vers des véhicules plus propres. Donc c'est une des premières démarches, c'était rééquiper la flotte de voitures de fonction au fur et à mesure vers de l'hybride ou vers du full électrique. Des bornes sont disponibles dans l'entreprise pour pouvoir charger des véhicules. Les locaux, c'est-à-dire qu'on a fait des locaux tout neufs qui sont effectivement à très faible impact énergétique, donc pas besoin de les chauffer, l'électricité, les lumières qui s'éteignent lorsqu'il n'y a plus forcément besoin d'usage. Donc on a un impact environnemental du coup qui reste assez faible. Et après également même nos solutions. Lorsqu'on propose quelque chose à un client, on va travailler sur le fait que le code du programme lui-même puisse avoir le plus faible impact CPU, donc temps de calcul d'un serveur pour pouvoir délivrer le service. Vous parliez de la politique d'achat. C'est souvent un levier très important pour réduire son impact dans une entreprise. C'est quoi un achat responsable pour vous? Alors l'achat responsable, c'est souvent lié à l'éthique, c'est-à-dire on va essayer d'acheter auprès de fournisseurs qui peuvent garantir que, par exemple, il y a une équité sociale au sein de l'entreprise. On va éviter également de peut-être se fournir auprès d'entreprises où on ne sait pas qui a pu produire le produit ou le service. Je pense notamment dans d'autres pays internationaux où on peut exploiter des populations, des enfants. Essayer de connaître la chaîne de valeur, ce qui n'est jamais simple, hein, du sous-traitant, etc. Exactement. Quoi. Donc nous, on a quand même de la chance, effectivement, on est dans le numérique. Oui. Donc c'est plutôt nos grosses dépenses, elles sont liées plus à des services numériques qu'on achète nous-mêmes, les data centers par exemple. Mais c'est important de se dire si on choisit tel ou tel data center, de savoir comment par exemple il est lui-même équipé pour les ressources énergétiques. Et alors justement, j'en viens à l'autre thème qui est évidemment très important sur l'impact positif de la dématérialisation. On voit bien tous les arbres et la quantité d'eau dont on ne va pas avoir besoin pour fabriquer du papier. Mais est-ce que c'est la colonne plus, colonne moins, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que l'impact positif, il a été prouvé? Alors, il a été prouvé. Aujourd'hui, quand on parle d'impact papier, donc les factures arrivent en papier. Aujourd'hui, encore pour beaucoup d'entreprises, l'année prochaine, ça changera. Et les tickets législatifs que vous récupérez aujourd'hui, pareil, c'est du papier. Donc, on veut aller vers le moins d'utilisation de papier possible en récupérant directement des justificatifs électroniques. Aujourd'hui, il faut se dire que dans une entreprise, chaque salarié va consommer 70 kg de papier par an. 70 kilos par an. Voilà, par an. Ça fait faites le calcul, vous multipliez par le nombre de salariés, vous avez votre poids papier. 3 ramètres par mois par salarié, c'est ce que ça donne en papier, sauf que pour faire ça, il faut quand même plusieurs milliers d'arbres pour un salarié, et surtout 1 kilo de papier, il faut 20 millilitres d'eau. Donc lorsque nous, on contribue à permettre aux entreprises de dématérialiser, on a un impact sociétal important, notamment sur tout ce qui est lié à l'écologie. Oui, mais le numérique, c'est pas dans les limbes, c'est des serveurs, ce sont des data centers qui, eux aussi, sont très gourmands. En eau un petit peu, mais surtout en électricité. Voilà, ils sont très gourmands. On a l'avantage en France, comme on dit, d'avoir cette énergie propre, puisqu'elle est principalement issue des centrales nucléaires et progressivement de tout ce qui est éolien, également solaire. Donc très décarboné, bien sûr. Voilà, très décarboné. Ça sera moins le cas si on était basé certainement en Allemagne, par exemple. Donc aujourd'hui, les data centers que l'on a sont basés en France, donc issus d'une énergie propre. Et de même, lorsqu'on choisit nos fournisseurs, on va regarder la manière dont ils produisent ces services qu'on vient chercher chez eux. C'est une préoccupation nouvelle ou c'est une préoccupation d'origine? L'entreprise, elle est jeune, elle a été créée il y a 10 ans. Alors, c'est une préoccupation d'origine, parce qu'effectivement, le fondateur, Nicolas Dubeloz, est très à cheval là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui, dès le départ, le touchait et qu'il a approfondi au fur et à mesure. C'est lorsqu'on parle avec des gros clients et qu'ils nous mettent 10 à 20% d'impact pour gagner un appel d'offres sur tout ce qui est lié à l'écologie chez nous, pour le business, on y vient aussi. Donc il y a les deux, c'est une préoccupation humaine à la base, mais ça vient aussi un enjeu business lorsqu'on répond à un appel d'offres. Je reviens au bilan de l'entreprise elle-même, par exemple sur les déchets. Est-ce qu'une entreprise comme la vôtre, ça produit beaucoup de déchets ou pas? On a relativement peu, effectivement, parce qu'on n'a pas de papier ou très peu de papier chez nous. J'imagine. On est les premiers. Ce serait quand même paradoxal. Après, on a quand même, on a quand même une cantine, des salariés qui mangent au bureau, donc on va être plutôt dans la gestion des déchets, tout ce qui est bac jaune, bac carton et déchets alimentaires, le compost. On a la chance. Pareil, en région, on a du terrain, on a un petit jardin derrière et on a le bac à compost. On peut mettre des choses. Voilà. Donc, c'est une culture. Je termine avec cette levée de fonds annoncée de 24 millions d'euros. C'était en 2023. Est-ce une partie de cette levée de fonds, elle est dévolue justement à pousser ce virage environnemental de l'entreprise? Est-ce que ça a été pensé
aussi comme ça? Alors, comme je vous le disais... C'est souvent attirer des talents, recrutement, développement international. Enfin, on sait à quoi sert une levée de fonds, mais... attirer des talents, par exemple, la marque employeur est importante. Bien sûr. Donc aujourd'hui, quand on veut attirer des jeunes, effectivement, on est une start-up scale-up, donc on attire des populations jeunes. Si on a une politique RSE ou environnementale qui leur parle, on va attirer des talents qui sont plus intéressants pour nous. Donc déjà, effectivement, ça a un impact sur la marque employeur. Et après, également, sur tous les enjeux que l'on avait sur la politique écologique, ça nous a permis de faire des choix technologiques. Parce que forcément, quand on fait l'écologie, quand on veut faire quelque chose de propre, ça coûte plus cher. Merci beaucoup, Mario Roche. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat. On va se demander comment créer plus d'entreprises en milieu rural. Comment créer plus d'entreprises en milieu rural? Voilà le thème de notre débat avec Thibaut de Saint-Simon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de la Fondation Entreprendre. Et Sébastien Levrier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Cofondateur, directeur associé de Petite Rivière. C'est une association qui est accompagnée par la Fondation, qui a été créée en 2008, la Fondation Entreprendre. Avec quelle mission? Ouais, alors là, on est l'unique fondation experte et dédiée à la cause entrepreneuriale en France. Donc notre mission, c'est vraiment d'accompagner toutes les associations qui agissent dans le champ de l'entrepreneuriat en France. On a la chance d'avoir un magnifique écosystème associatif qui accompagne les créateurs, les repreneurs, aussi les entrepreneurs en difficulté, des associations qui vont aussi semer l'envie d'entreprendre, développer les compétences entrepreneuriales. Et donc le rôle de la Fondation, c'est de financer, d'accompagner, de soutenir le développement de tout ce tissu associatif en les finançant et en leur apportant aussi beaucoup d'accompagnement dans leur structuration et leur développement. Et avec notamment une réflexion pour accompagner ces associations et pour accompagner les entreprises. Ça passe, entre autres, par un livre blanc sur l'entrepreneuriat en milieu rural que vous avez publié. Alors, si j'ai bien compris, c'est le résultat de plusieurs années d'expérimentation, c'est ça? Exactement. Nous, à la Fondation Entreprendre, on voit l'entrepreneuriat comme un levier d'agir sur les grands enjeux de transition de notre société. Agir sur l'égalité des chances, agir sur les défis environnementaux et aussi agir sur la revitalisation des territoires. Et donc, on est parti d'un constat que les territoires ruraux, c'était des lieux stratégiques pour l'avenir de notre pays, des lieux où s'invente la coopération, le savoir-vivre ensemble, mais aussi des lieux de ressources et de développement de nos ressources françaises. En revanche, on est parti du constat que l'entrepreneuriat était assez peu présent, assez peu développé et qui nécessitait un accompagnement un peu spécifique. Donc on a créé un collectif de fondations, de financeurs, donc avec la Fondation RTE, la Fondation Terre et Fils et avec AG2R La Mondiale, on a créé un collectif qui a agi pendant 3 ans en finançant des acteurs associatifs qui ont effectivement expérimenté des dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat dans une dizaine de territoires ruraux. Donc il y avait Atis et RL qui étaient en Aquitaine, il y avait Rhône-Alpia en Rhône-Alpes et la Chartreuse de Neuville dans les Hauts-de-France. Et ces 4 assos ont, pendant 3 ans, expérimenté, accompagné des entrepreneurs et puis formalisé des dispositifs vraiment adaptés à l'entrepreneuriat en ruralité. Et on va rentrer dans le détail de ces dispositifs et des propositions que vous faites. Sébastien Levrier, je veux bien que vous nous présentiez Petite Rivière. Eh bien oui. Donc les Petites Rivières, c'est une agence de conseil en économie sociale et solidaire, et même sous statut économie sociale et solidaire. Et on travaille beaucoup sur l'accompagnement de l'entrepreneuriat de territoire, l'accompagnement de l'économie sociale et solidaire, et notamment des coopérations territoriales utiles à leur développement, donc avec des collectivités et des entreprises notamment. Et vous travaillez beaucoup en milieu rural? Alors on a travaillé en milieu rural dans le cadre d'une étude qu'on avait menée pour l'Agence nationale de cohésion des territoires sur l'économie sociale et solidaire et l'entrepreneuriat de territoire en milieu rural, où on s'est rendu compte aussi en explorant les différents modèles que cette économie pouvait être vecteur pour les territoires ruraux d'accélération de la consommation et de la production durable, de renforcement du lien social sur des zones qui peuvent être très peu denses et très isolées. Et on a eu envie d'aller plus loin en expérimentant justement une démarche de R&D qui visait à accompagner ce mouvement, puisque la ruralité, c'est 88% de la population, enfin 88% des communes et 33% de la population, mais ça représente une réalité, alors qu'une entreprise sur 4 seulement y est créée. Donc on a eu envie d'aller plus loin pour explorer les conditions favorables à leur développement. Est-ce qu'il y a forcément un lien entre économie sociale et solidaire et milieu rural? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus de création d'entreprises avec ce modèle-là, de l'ESS, en milieu rural qu'ailleurs? Alors l'objectif, c'était pas forcément justement de se dire
tout l'entrepreneuriat de territoire relève de l'économie sociale et solidaire. C'en est une grande partie. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat de territoire, c'est l'ancrage local, notamment. C'est la recherche d'impact social et environnemental. Donc tout ce qui va être tiers-lieu, par exemple, épicerie sociale et solidaire, c'est forcément des modèles qui vont être plutôt économie sociale et solidaire. Avec ces zones de revitalisation rurale, les ZRR, qui ont été créées entre 2012 et 2022, elles ont attiré 12% des entreprises créées sur le territoire. C'est un outil efficace, ça, Thibaut de Saint-Simon ? Les ZRR ? Nous, on n'a pas eu un focus spécifique sur ces territoires-là. On a voulu travailler sur la ruralité de manière un peu plus large. Ce qui est certain, c'est qu'entreprendre en ruralité, c'est plus difficile qu'entreprendre en centre-ville. Il y a quand même les enjeux d'accès au financement et je dirais même à l'activité économique est plus compliqué. Les enjeux de mobilité, même les enjeux d'attraction des talents, tout ça sont plus complexes en ruralité. Et donc l'expérimentation, elle a permis de montrer que, résultat, pour accompagner à la création d'entreprises, il fallait développer des outils spécifiques, notamment le aller vers, c'est-à-dire quand on veut créer un dispositif de création d'accompagnement entrepreneur en réalité, ça nécessite de débloquer l'envie d'entreprendre, de travailler en lien avec les collectivités locales, les entreprises du territoire. Et donc, en fait, c'est des outils qui ont été passionnants parce que c'est des outils qui ont permis vraiment d'animer les territoires ruraux. C'est-à-dire qu'elles ont été bien au-delà d'accompagner les créateurs d'entreprises. Il y en a un peu plus de 260 qui ont été accompagnés dans la création ou reprise d'entreprises pendant ces 3 années d'expérimentation. Mais surtout, en fait, ces dispositifs ont montré qu'ils ont créé du lien entre les citoyens, les entrepreneurs, les collectivités. C'est vraiment l'ensemble du territoire qui se mobilise pour développer des activités au service de la revitalisation de son territoire. Mais cette idée de l'aller vers, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'on peut les aider, qu'il y a éventuellement des dispositifs comme le vôtre, ou alors des aides gouvernementales, françaises, européennes, ils ne les connaissent pas, donc il faut aller vers eux pour leur dire, regardez, là, il y a du potentiel, c'est ça ? C'est exactement ça. Et donc, les 4 associations là, qu'on a financées, elles ont développé des innovations comme, en gros, des événements qui permettaient de rassembler des citoyens, les élus, les entreprises pour parler entrepreneuriat, opportunités d'entreprendre dans le territoire. Ils ont été aussi essayé d'investir des lieux où, en théorie, l'entrepreneuriat n'était pas présent, donc des foires, des événements, des sujets qui n'avaient rien à voir avec l'entrepreneuriat, pour aller amener l'entrepreneuriat dans ces sujets et essayer d'aller démocratiser l'envie d'entreprendre et l'accès à l'entrepreneuriat dans ces territoires. Vous le vivez aussi à votre niveau, chez Petite Rivière, cette importance finalement d'aller vers les entreprises, les entrepreneurs qui sont souvent, qui n'ont pas le temps, quoi, ou qui ne sont pas forcément informés. Oui, complètement. C'est vrai qu'il existe beaucoup de programmes d'accompagnement en milieu urbain notamment, donc il faut orienter les porteurs de projets selon qu'on veuille développer une entreprise classique, selon qu'on veuille développer une structure d'économie sociale et solidaire. Et la réalité se pose aussi forcément en milieu rural, où là c'est l'inverse, il y a tellement peu de dispositifs qu'il faut savoir les trouver, effectivement. Vous avez des exemples d'actions que vous menez avec Petite Rivière, par exemple dans l'accompagnement des collectivités locales dans des projets territoriaux ? Oui, par exemple, on a eu l'occasion d'accompagner la création d'un pôle économie circulaire et solidaire dans une communauté de communes, donc l'émergence du projet. Et c'est vrai que là, on se rend compte du besoin justement de liens, de mobilisation citoyenne pour comprendre les besoins. C'était dans l'Ain, notamment. Et puis après, il y a d'autres projets qui sont plutôt en milieu urbain, mais c'est toujours la même idée de se dire comment on mobilise les habitants pour que ça ne soit pas déconnecté et que l'habitant ait une place dans ces lieux qui visent justement à développer le lien social, éviter l'entre-soi de l'entrepreneuriat et essayer d'ouvrir avec des projets comme des ressourceries, par exemple, ou des modèles justement en milieu rural qui visent à développer une multi-activité, donc par exemple une épicerie qui va être aussi bar associatif et tiers-lieu, ça c'est des réalités aussi assez importantes en milieu rural et qui nécessitent justement un accompagnement plus fort du fait que la multi-activité, c'est beaucoup de modèles économiques différents. Et puis il y a un effet domino qui doit être quand même très sympa à vivre quand on met une activité comme la vôtre. C'est-à-dire que quand il y a une entreprise qui se crée ou qui dure dans le milieu rural, il y a tout ce qui va avec, quoi. C'est-à-dire exactement. La population, la scolarisation, etc. etc. Vous le ressentez? Alors ça, c'est plutôt effectivement les actions des lauréats du programme qui ont été vraiment sur le terrain à accompagner ces projets-là. Mais c'est vrai qu'aussi, c'est souvent l'occasion, quand nous on parle
parle d'entrepreneuriat territoire comme levier de revitalisation sociale, environnementale et culturelle. Il y a beaucoup de projets, par exemple, qui visent à réhabiliter des lieux abandonnés. On a même un projet d'église désacralisée qui est devenu un lieu de lien social. Ça peut être d'anciennes halles, par exemple, d'une communauté de communes. Et c'est vrai que réactiver le premier lieu de lien social qui n'existait plus jusqu'à présent, c'est aussi l'occasion de développer des projets culturels, artistiques, et donc de recréer du lien entre des nouveaux habitants, les néo-ruraux, et peut-être les habitants plus classiques, où on sait que parfois il peut y avoir des frictions entre les deux. Ça oui, on adore, nous journalistes, raconter les histoires de néo-ruraux qui ne sont pas contents parce qu'il y a des vaches qui font du bruit et donc il n'y a pas que ça. Ou l'église qui sonne l'heure, quoi. Bref. Exactement. Ouais. Donc il y a d'autres exemples plus créatifs. Thibaut de Saint-Simon. Oui, peut-être pour compléter, ce qu'on a pu vraiment observer, c'est qu'entreprendre en réalité, c'est entreprendre en collectif. Là, les quelques chiffres qu'on a pu mesurer à la fin de l'expérimentation, c'est qu'il y a eu plus de 13 000 citoyens qui ont été impliqués dans la définition des projets entrepreneuriaux. Il y a plus de 2000 partenaires, entreprises, collectivités locales qui ont été aussi associés à ces créations d'entreprises. Et à la fin, les projets qui ont été accompagnés, ils ont touché en bénéficiaires ou en clients un peu plus de 4000 citoyens dans les territoires. Donc on voit vraiment que c'est un outil d'animation et c'est une approche collective de l'entrepreneuriat en réalité. Alors, il y a eu plein de propositions dans ce livre blanc. Il y en a une dizaine. Il y en a une on va peut-être avoir le temps d'en faire deux, mais j'en prends une. C'est la sensibilisation des entreprises traditionnelles. Je trouve ça intéressant. Vous dites sensibiliser les entreprises traditionnelles à l'engagement en faveur de l'entrepreneuriat de territoire. Ça passe par quoi? Quel constat vous avez fait pour faire cette proposition? Oui, alors en fait, évidemment, le constat qu'on a pu faire sur cette expérimentation, c'est d'abord qu'il fallait aller plus loin. C'est-à-dire que nous, on a accompagné, comme on l'a dit, un peu plus de 200 projets dans une dizaine de territoires ruraux. On a démontré que ces dispositifs qu'on a financés, ils étaient viables. Et maintenant, il faut qu'on les amplifie. Et c'est ces 10 propositions qui visent vraiment à ouvrir ces pistes. Alors, le lien avec le monde privé et les entreprises, c'est de dire qu'en fait, il faut un peu plus de mécénat intéressé au sujet de la ruralité. Nous, comme on l'a dit, on a travaillé avec la Fondation RTE, la Fonds de dotation terrifice à la G2R. Mais je pense que la philanthropie, le mécénat, les entreprises doivent un peu plus s'intéresser à la ruralité et consacrer des moyens aussi de mécénat, de philanthropie à la ruralité. Mais je pense qu'il y a aussi la puissance publique qui est importante. Ça, on a aussi pas mal de propositions dans ce sens-là. Si je peux me permettre d'en citer deux. Allez-y. Il nous reste une minute, donc il y a le temps. Super. La première, c'est on a une politique publique qui finance la ruralité en France, ça s'appelle France Ruralité. Et bien, les dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat n'étaient pas éligibles à ce dispositif de financement public. Donc, on a fait cette recommandation-là et la ministre de la déléguée à la ruralité s'est engagée à travailler en ce sens et à pouvoir ouvrir donc, ce dispositif aux associations d'entrepreneuriat. Ça, c'est super. Le deuxième point, c'est qu'entreprendre en réalité, c'est indispensable de le faire avec l'élu local, avec les collectivités locales. Il faut donc les former, les outiller à l'outil de l'entrepreneuriat pour revitaliser leur territoire. Et ça, pareil, le ministère s'est aussi engagé à travailler avec nous dans ce sens-là. Donc, on attend tous ces travaux à venir au service de l'entrepreneuriat en réalité. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup et Innovation. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, à l'innovation, avec Stéphanie Robieux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice, la présidente d'Orion, créée en 2021 avec Thomas Brisson. C'était quoi le déclic, l'idée de départ? L'idée de départ, elle est née d'une rencontre avec une personne aveugle. Comme 1,8 million de personnes en France, Christine, aveugle, passait un temps et une énergie considérable à essayer d'identifier, retrouver ce qui l'entoure dans son quotidien. Et nous, en tant qu'ingénieurs, avec Thomas, les premiers algorithmes de computer vision, donc une branche de l'IA très optimisée, commençaient à naître. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas développer une application qui, juste à partir de la caméra du smartphone, va permettre aux malvoyants et aveugles d'identifier ce qui les entoure de façon optimale, mais surtout retrouver précisément l'emplacement de la porte, du trousseau de clés, de la télécommande ou du thermostat dans la chambre d'hôtel. Ça veut dire que si on a fait tomber ses clés à un moment et qu'on les recherche pour pouvoir tout simplement ouvrir la porte de son appartement, le smartphone et votre appli va pouvoir l'aider, c'est ça? C'est ça. Alors, grâce aux constructeurs de smartphones, les smartphones aujourd'hui sont accessibles et une très grande majorité des personnes déficientes visuelles les utilisent au quotidien.
Les personnes aveugles utilisent ce qu'on appelle un lecteur d'écran, donc ça c'est leur travail. Et nous, on a fait une appli qui se télécharge sur l'App Store, qui utilise différentes briques d'IA et qui permet, en balayant, eh bien oui, j'ai fait tomber mon trousseau de clés, de retrouver où est-ce qu'elle se trouve, comme un détecteur un peu de métaux. Mais surtout, lorsqu'on va dans un nouveau lieu, eh bien de découvrir où est la chaise libre dans la salle d'attente, où se trouve le banc dans le parc, ou dans un hôtel, eh bien retrouver les éléments clés et avoir des informations sur l'environnement. Pourquoi ce nom, Orion avec 2 O? Eh bien, certains le savent peut-être, mais Orion, c'est un géant de la mythologie grecque qui a perdu la vue, à qui on a retiré la vue parce qu'il avait commis un crime. Il a donc dans le mythe navigué vers le soleil pour recouvrer la vue. Eh bien, donc il y a cette notion voilà de guidage, de retrouver un peu les éléments. Puis c'est aussi le nom d'une constellation qui tire son nom de ce mythe. Et puis on a rajouté un deuxième O à Orion parce que beaucoup de choses s'appellent Orion, donc 2 O comme les 2 yeux. Ben voilà, le nom de cette entreprise a du sens. Qui sont vos clients aujourd'hui et c'est quoi votre modèle économique accessoirement? Alors, nos utilisateurs ne sont pas nos clients. Les déficients visuels utilisent gratuitement l'application Orion et ils la diffusent. On est déjà utilisé par 13 000 personnes et à l'échelle internationale, on est en 32 langues. Nous, nos clients, c'est les lieux. Les établissements recevant du public, il y a des réglementations et puis même pour leur image, ils peuvent se servir d'Orion et de nos différentes briques d'IA pour se rendre plus accessibles. Donc à travers la même application, la même ergonomie, le même fonctionnement, à proximité d'un lieu partenaire d'Orion, la personne déficiente visuelle va pouvoir retrouver précisément l'entrée, le guichet d'accueil ou tout élément clé que le lieu a voulu pousser et rendre accessible. Donc ça concerne plutôt des entreprises qui ont des lieux avec du public. Des magasins, des hôtels, des musées, des bureaux de poste, n'importe quel établissement recevant du public, s'il souhaite, et s'il souhaite respecter la loi, se rendre accessible aux personnes déficientes visuelles, il peut aujourd'hui s'en servir via Orion puisque ça permet un balisage virtuel de l'environnement, beaucoup moins coûteux que des solutions très archaïques, des choses physiques. Orion est 100% virtuel et on travaille déjà avec Carrefour et Accor. Ok. Est-ce qu'il y a besoin d'une connexion Internet pour faire fonctionner Orion? Non, et ça fait partie des avantages concurrentiels forts. Comme on utilise des algorithmes de computer vision, donc c'est pas GPT-4, c'est pas de la Gen AI comme on en voit en ce moment beaucoup. Nous, c'est des algorithmes qu'on a entraînés sur des bases de données qui ne nécessitent pas, pour tourner, de faire appel constamment à des serveurs. Ils tournent entièrement embarqués sur le smartphone, ce qui a un double avantage. Déjà, l'instantanéité et le côté utilisable dans un avion ou dans une cave, mais également pas de récolte de données de nos utilisateurs, donc une intimité et une confiance renforcée. Ouais, et je lisais en préparant l'émission que vous cherchez à travailler avec des entreprises de l'intelligence artificielle française. Oui, alors on serait très content de faire un partenariat avec Mistral puisque certaines briques de Orion peuvent être étoffées avec des branches de Gen AI et des prompts de Gen AI. Donc avec grand plaisir, même si voilà, on a une base qui aujourd'hui est solide et qui est en partie propriétaire, donc nous appartient. On a une propriété de notre IA et d'une partie de notre IA, notamment des algorithmes de few-shot learning, comme on l'appelle. C'est une brique d'IA où vous pouvez, en scannant un objet avec Orion, eh bien l'ajouter à l'intelligence artificielle. Genre, par exemple, mes lunettes bien à moi, eh bien, je peux les scanner avec Orion et grâce à ce few-shot learning, quelques capture, apprendre à l'IA sur mon smartphone, à ma propre IA. Ce sont mes lunettes, à reconnaître les miennes et pas personnaliser une IA. Et ça, c'est propriétaire en grande partie de Orion. Bravo et merci Stéphanie Robieux. Bon vent à Orion. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous et à très vite sur Be Smart for Change. Salut.